Hey, salut à tous, bonsoir, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Salut. Épisode numéro 23. Ah bah on est content. On est assez content. On écoutait Lois on the Brink du groupe Willoughby, donc un morceau qu'on va entendre dans l'épisode qu'on va commenter ce soir. Un épisode spécial mensonge. Il y aura énormément de mensonges. Si, c'est le thème. Donc ce soir je ne suis pas Sartman. Ah bon? Bah non, je ne suis pas Sartman. Tu es qui? Je suis quelqu'un d'autre. Et je ne suis pas accompagné de Riley. Riley n'est pas là pour m'aider à... Bien sûr, non, c'est Parker qui est là. Rien à voir. Parker. Et hélas, bien évidemment, il n'y a pas Clément non plus pour nous accompagner dans ce podcast. Et non, même pas. C'est ballot. Et hélas, encore une fois, c'est vraiment nul ce podcast, on n'a pas d'invité. N'est-ce pas, non-invité? Bonsoir, je ne suis pas du tout content d'être là. C'est dommage. Tu t'appelles Aurélien, c'est ça en fait? Non, pas du tout. Non, je ne m'appelle pas Aurélien. Donc nous avons un non-invité qui s'appelle pas Aurélien qui est avec nous pour cet épisode spécial mensonge. Aurélien, tu es chef d'éco dans la vie, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Tu vas faire tout le podcast. C'est dur de rentrer dans le jeu. Hein. Ouais, je suis chef décorateur dans le cinéma. Ah, donc on va forcément du coup parler pas mal de déco ce soir, de la décoration dans Buffy, des décors, des accessoires, ces choses-là. Des petites ratées, puis des grandes réussites. On dit bonjour aux gens du chat aussi, on a déjà du monde. Hein. On dit bonjour au chat, ça va les chatteurs? Salut le chat. Il y a de la vie. Ce soir, donc, nous sommes en direct. Le but de ce live, c'est surtout que vous participiez à l'émission. Donc, sur le chat, n'hésitez pas à participer. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est à droite de la fenêtre YouTube. Il y a un petit chat où vous pouvez participer, nous dire, de nous donner votre avis, nous poser des questions éventuellement sur ce qu'on va faire. Je vous rappelle le principe du podcast. Nous mettons l'épisode en lecture et on le commande scène par scène en direct. Libre à vous de le regarder en même temps ou pas. Nous allons donner des analyses, des anecdotes, des explications, des critiques, des infos sur Buffy à travers des commentaires audio pour me comprendre le show et l'apprécier à sa juste valeur. Le podcast existe en MP3 sur iTunes, PodCloud, Podcast Addict, Mixcloud, plein d'autres sites incroyables. Sur YouTube également, en version vidéo. Sur notre site où vous trouvez tous les liens, c'est pourquoibuffyc'estgénial.wordpress.com, tout attaché sans accent. Pour nous envoyer des mails, c'est pourquoibuffyc'estgénial@gmail.com, tout attaché sans accent. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur deux sites incroyables qui font vivre la communauté Buffy depuis des années, Slayer Revival et Buffy Angel Show. Tout de suite, les gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis. J'attaque les gros bisous. J'ai envie de faire un gros bisou à Koneko. Qui est en plein rewatch de tous nos podcasts, figurez-vous. Elle vient de finir en fait. Elle nous a envoyé un mail que je vous ai peut-être pas transmis en fait, c'est ça, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas transmis son mail. Et Koneko, oui, et surtout on a suivi son rewatch parce qu'elle nous mettait des commentaires à chaque fois qu'elle regardait un de nos podcasts. Donc gros merci à toi nous avoir fait part de tes commentaires très pertinents à chaque numéro. Et on espère que tu vas continuer à nous suivre, à nous écouter. Merci, gros bisous à Koneko. On aime bien les commentaires. On adore les commentaires. Riley, tu avais un gros bisou, je crois. Oui, on voulait faire un gros bisou à toute l'équipe du podcast Universe. Je m'entends très bien, c'est bizarre. Non mais très bien. Vas-y, enchaîne. Je voulais faire un gros bisou à toute l'équipe du podcast Universe qui nous ont invités dans leur podcast bilan saison 9 dimanche dernier et on pouvait pas y aller, c'était nul. Et puis c'était pour parler d'une série étrangère, je crois, anglaise. C'est ça, ouais. Merci de l'invitation et d'ailleurs on en profite pour les inviter officiellement pour un hors-série Doctor Who avec eux. Ouais, on fera un hors-série de Doctor Who, c'est acté. On sait pas quand, on sait pas comment, mais on fera un truc comme ça. C'est génial. Un gros bisou à Kata pour son anniversaire. Joyeux anniversaire. Ça va être un peu long, mais je vais dire ça. Aurélien, t'avais un gros bisou toi? Alors un gros bisou à Eric, déjà.
Et Gros si bisous, j'ai le Mike. droit à un deuxième gros bisou, je Carrément. ferai bien un second gros bisou à Sophie qui me présente des gens très bien. Bien sûr. Ah, mais oui, Sophie. Pff, Sophie. Bravo, Sophie. Oui, on le dit, et c'est grâce à Sophie qu'on connaît Aurélien. Oui. Alors un gros bisou à Sophie. Allez, tout de suite, la rubrique On refait le match. S'il vous plaît, mais arrêtez de parler tout le temps, je vous assure, c'est insupportable. On refait le match sur RTL. Pascal Pro. Comme vous le savez, là, on parle du dernier numéro du podcast et on dit s'il y avait des erreurs ou s'il fallait approfondir des choses éventuellement. Et on débriefe, en gros, on débriefe le dernier podcast. Il va durer 3 heures. Aurélien, toi, qu'est-ce que t'as pensé du dernier podcast qui était sur Moloch, hein, c'est ça? Oui, j'en suis sorti avec ce grand questionnement. Pourquoi Moloch? Pourquoi Loch? Pourquoi Alors pas, Miguel peut te répondre sur le chat. Le Moloch, il a beaucoup de théories là-dessus. Riley, t'avais des choses à dire sur le dernier podcast Alors, il y a un sur dernier iRobot podcast. Eugene ou pas? Oui, dernier podcast scandaleux, un certain. Ah pardon, on t'entend plus, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est bon. Sarfman, quand tu m'as coupé comme à l'instant sur Jessica Jones, t'as coupé plein de trucs dans le montage, donc c'est scandaleux. Scandaleux pourquoi? Et du coup, non, t'as coupé plein de trucs et t'as fait que parler de Véronica Mars, comparé sans argument sur Jessica Jones, il était scandaleux. Souviens-toi, cette attitude honteuse. Startman, je tiens à te dire que la révolte gronde. Et donc la vraie question, Sarfman, c'est quand est-ce que tu vas te faire un podcast spécial Véronica Mars, une série spéciale? Pourquoi pas, c'est une très bonne idée. Véronica Mars, c'est une T'as très fait bonne que série. de parler de ça. Non, Et sinon, pour parler de Jessica Jones correctement, entendre des gens parler correctement de Jessica Jones, il y a le podcast Il faut qu'on parle numéro 9 qui est animé par Yael qui était venue en invité. Ah oui, exact. Elle en parle mieux que nous en fait de Jessica Jones. Voilà. Allez l'écouter. il faut qu'on parle, donc ça s'appelle. Il faut qu'on parle, ouais. Faut aussi qu'on parle de l'épisode hors série qu'on a fait la dernière fois. Ouais. Parce que quand on dit Sur le dernier Star Wars. podcast, on a aussi fait dernièrement un podcast sur Star Wars, dans lequel j'ai noté une petite erreur. C'est pas souvent que tu te trompes, Riley, hein, mais bon, voilà, c'est arrivé. Ah merde. On parlait de Oscar Isaac, donc dans Star Wars, hein, je sais pas si vous avez vu, Star Wars 7, un petit film qui est sorti en décembre. Bref, on parlait de ce formidable acteur et on parlait de la série qu'il a fait, dans laquelle il a joué, la série de David Simon, et on se rappelait plus trop du nom et on a dit Not a Hero. Et, Alors que pas du tout. alors que pas du tout. La série s'appelle Show Me a Hero, Ça n'a absolument rien à voir. que j'ai vu entre temps. Et donc je voulais juste en dire deux mots, c'est une excellente série comme la plupart des œuvres de David Simon. Donc David Simon, pour ceux qui ne savent pas, c'est The Wire, The Corner, Trémé, tout ça. Donc ouais, excellente série, Show Me a Hero, ça se passe dans les années 80, c'est sur, c'est de la sociologie, pas comme pratiquement tout ce qu'il fait ce mec, ça parle d'urbanisme, de politique, de tout ça, c'est passionnant, c'est une mini-série, c'est 3 épisodes d'1h30, ou 6 épisodes de 45 minutes hein, si on veut. Show Me a Hero, donc avec Oscar Isaac à voir. Juste pour revenir sur Star Wars, effectivement, il y a plein de trucs qu'on a. Je l'ai écouté 2-3 fois, il y a plein de trucs qu'on aurait pu dire, mais évidemment, quand on parle de Star Wars, on ne va pas tout traiter en 1h30, quoi. Alors tout de suite on va passer à la rubrique sondage. On va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley, hein, le spécialiste du sondage. Suite à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. Immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Rubrique sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage? Pas du tout. Alors le sondage, monsieur Riley, c'était quoi? Alors le sondage totalement incroyable de la dernière fois, c'était que pensez-vous de la science-fiction dans Buffy? Alors on a eu pas mal de votes grâce à Twitter, hein, où tu as lancé un sondage, Sartman, sur Mais oui, c'est ce sondage, je sais pas. Oui, on peut faire des sondages avec Twitter, c'est fascinant. Moi j'adore ça. Alors on peut commenter ces sondages, c'est dommage parce qu'on peut pas argumenter du coup sur Twitter. Donc Non, sur les tweets, c'est pas facile. Mais il y a 32% des gens qui ont trouvé ça génial. Et 29% des gens qui ont dit que c'était de la merde. Alors c'était quoi là? Rappelle-nous, c'était quoi la question? Que pensez-vous de la SF dans Buffy? Et c'était quoi on avait le droit à quoi comme réponse? C'est de la merde, ouais bof, c'est bien, c'est génial. Très On aime bien, il y avait pas, on aime bien? C'est bien, c'est devenu c'est bien en fait. Oh non, il fallait garder, on aime bien. Ouais, mais tu t'occuperas des sondages. Et sur le site, on a eu des commentaires, on a eu 3 ouais bof, hein, donc les gens n'aiment pas trop la science-fiction dans Buffy, c'est dommage. Et il y a Big M, je voulais citer, qui a fait une excellente remarque, qui dit que quand on lui présente Buffy à des gens qui connaissent pas, il ne parle pas de la science-fiction et des robots. Alors que toi, justement, Clément, tu en parlais. Et ouais. Il a peur justement, il préfère rester sur le côté fantastique. Il a peur que ça perturbe les gens. Ouais, et ce qui est marrant, ça rejoint ce que vous dites, c'est que c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit les gens ont trouvé ça génial, la SF dans Buffy, peut-être que parce qu'une série fantastique intègre de la SF, soit ils ont trouvé ça nul. C'est jamais réussi.
Ben voilà, non mais voilà, c'est ce qui est drôle, parce que c'est tes deux extrêmes, tes deux réponses extrêmes, c'est celles-là qui ont eu le plus de votes en fait. Voilà pour le sondage. C'est tout. Super sondage, Riley. Est-ce qu'on passerait pas à l'épisode du jour? Tout à fait. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Allez. Tout le monde est super content? Attention, c'est parti. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmare. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic phone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. L'épisode d'aujourd'hui, donc c'est Lie to Me, mensonge en VF. Donc depuis tout à l'heure on dit n'importe quoi. C'est ça. Depuis tout à l'heure c'est faux. Mais non, en vrai, Vous réécouterez le podcast. c'était vrai. On est des adultes, on dit la vérité. C'est ce qu'on va comprendre dans cet épisode, c'est que Ou des méchants. ou des méchants, les méchants et les enfants. Enfin non, je m'embrouille. Donc oui, Lie to Me, mensonge en VF, l'épisode 7 de la saison 2, écrit et réalisé par Joss Whedon. Lie to Me a été diffusé pour la première fois le 3 novembre 1997. Ça vous saviez pas. Bah non. Est-ce qu'on a un petit pitch de cet épisode? Aurélien. Bah bien sûr, je croyais que tu en avais préparé non, mais... j'ai préparé un petit pitch. Mais je peux le faire parce que je l'ai préparé quand même. Ah t'as ça? T'as préparé un pitch? Non. Sinon je te laisse faire. Alors cette semaine Buffy est triste. Hein. Oh, elle est tristesse. Elle est tristesse. Elle a surpris son petit ami Angel avec Drusilla dans une situation plutôt ambiguë. C'est sûr que ça fait Ce chier. sera le début de l'épisode. Et mais elle va rapidement se consoler avec l'arrivée de Ford, un ancien petit copain de Los Angeles, dont elle était amoureuse en 5ème et tout, précisé. Mais ce Ford cache un terrible secret. Donc on a très peur. Merci pour ce teasing. Non mais maintenant je veux plus tout raconter l'épisode en fait, je préfère m'arrêter à l'acte 1 tu vois en fait. Non, mais ça aurait pu être un nouveau concept de podcast où tu racontes l'épisode. Alors là, Buffy rentre dans un bar. Les livres audio du podcast quoi. Voilà. Dit par Riley. C'est ça, putain. Lu par Riley. Ce sera Compté par insupportable. Riley. Ce sera insupportable. Très bien, mais ça promet d'être incroyable. Le sommaire, de quoi on va parler? Il n'a pas du tout écouté. De quoi on va parler? On va parler des mensonges bien sûr, on va parler de la mise en scène de Joss Whedon dans cet épisode qui est assez incroyable. Quand il réalise, c'est quand même une grosse différence. On va parler de la vision des vampires aussi qu'a Joss Whedon. Comment lui... quelle est sa vision des vampires par rapport à leur vision un petit peu fantasmée, illusion. On va pas aussi parler d'histoire. Ah oui, l'histoire de France. Spécialiste de l'histoire de France et de la Hongrie. Et quoi d'autre? Et mise en scène. On va aussi parler de la confiance voilà. en l'être aimé. On va parler de montage. On va voir qu'il y a eu des coupes scandaleuses dans cet épisode. On va parler de plein de choses comme ça. Et on va parler de décor. J'allais le dire. Et de chemise à carreaux. Ah, il y a une théorie sur les chemises à carreaux. Ouais, de fil rouge dans cet épisode apparemment. On va voir ça. Tout le monde est prêt? Attention, je vais lancer le décompte. Vous vous rendez compte? On est prêt, Il va dire taupe. Attention, 3, 2, chez vous, vous avez chargé votre DVD? Chargé votre épisode dans le VLC? Vous avez... Je regarde sur VLC. Ouais. Vous avez mis votre VHS peut-être dans un magnétoscope? Je ne sais pas, peut-être? Ça serait cool, ça serait cool. Attention, 3, 2, 1, taupe. C'est parti, je lance l'épisode. Alors une petite animation incroyable, parce qu'on est sur un DVD. Comme d'habitude. Normalement, un tourniquet. Et Ça voilà, va. ça commence, ça, un tourniquet qui tourne tout seul, des balançoires qui bougent, sans enfants dessus. Ce parc pour enfants est, ma foi, fort accueillant la nuit tombée, hein, on est d'accord. Ah oui. Et là, bim, un gamin qui est déjà pris au piège, vous voyez cette mise en scène Il est avec enfermé déjà. la structure, il est derrière des barreaux. Et ça va être encore plus vrai quand Drusilla, la méchante vampire, va arriver. Il est comme un oiseau dans la cage, dans une cage. On sait que Drusilla aime beaucoup ça. Pour ceux qui connaissent la série, c'est ça. Pour ceux qui connaissent la série, vous allez reconnaître le parking tout simplement de la production, sur lequel était aménagé le cimetière, sur lequel Buffy se bat à chaque nuit, mais aussi différents extérieurs, comme ici le square, ouais. une espèce de square pour enfants. Tout ça c'était construit sur le parking de la production. C'est génial. Ouais. Drusilla fait peur. Drusilla, et elle chante une comptine. Ouais. Alors là, c'est très important ce que je veux dire. C'est très flippant surtout. Elle chante une comptine qui s'appelle Run and Catch. Ça parle d'un petit agneau là pris au piège. Et Run and Catch, ça aurait dû devenir un comics.
Vous saviez ça ou pas? Dans Angel Dans Angel and Face, donc une série de bande dessinée, et c'est Juliette Landau, donc l'interprète de Drusilla, qui aurait dû qui est parfaite, l'écrire, mais ça s'est jamais fait. Et là où c'est intéressant, c'est que ça devait raconter l'histoire du réalisateur qui rencontre Drusilla et qui du coup veut faire un documentaire sur elle. Et ça c'est intéressant parce que il y a quelques mois, on a appris que Juliette Landau avait fait du crowdfunding pour faire un documentaire qui va s'appeler A Place Among the Undead, qui va raconter l'histoire de la représentation des vampires dans les œuvres cinématographiques ou télévisuelles. Comme si donc cette expérience avortée de comics qui ne s'est jamais fait, elle avait repris ce concept pour en faire un documentaire. C'est une bonne idée. Je trouve ça que c'est une très bonne idée. Une scène géniale là. Mais voilà, en reprenant le fil de la scène. Incroyable. Big Game dit que le gosse est un peu con de se balader la nuit tout seul. Mais il attend sa maman. Il attend sa maman. C'est sûrement mort, peut-être tué par responsable. C'est possible. Et oui, Joss Whedon, déjà, on voit tout de suite la différence. La caméra bouge tout le temps. De mise en scène, donc oui, on l'a dit. C'est Joss, donc le créateur et showrunner de la série, qui a aussi écrit et réalisé cet épisode, donc il a tout fait tout seul. Donc là, scène très importante, on le sait pas encore, mais Angel et Drusilla sont des ex, et ils sont sortis ensemble avant. Mais Buffy ne connaît pas Drusilla encore. Buffy ne connaît pas encore Drusilla, et Buffy découvre son petit ami en train de fricoter avec une jolie brune là, donc elle est pas très contente. Faut dire que ça énerve. Voilà, ça énerve. Et donc on a tout de suite le thème central de cet épisode qui va être donc le mensonge. Le mensonge des amis, des petits amis, de tout le monde en fait. On va voir que tout le monde ment. Et dans donc, cette première scène, Buffy surprend son copain en train de flirter avec une autre. Ça annonce la suite. Faire confiance à l'être aimé ou pas, accepter qu'on nous mente ou pas par amour. C'est d'ailleurs exactement ce que va dire Jenny à la fin de ce générique début. Au début de la scène suivante. C'est ça. Générique début sur lequel vous avez des choses à dire ou pas du tout? Bah non, pas spécialement. Il est saison 2, voilà. Enfin, désolé, je m'explique très mal, mais voilà, il est pas ouf. Vous vous remettez difficilement de l'énorme tension sexuelle qu'il y avait dans cette scène, on est d'accord. J'avoue qu'on est un peu... Non, mais c'est juste Whedon, il filme pas comme les autres réalisateurs, c'est incroyable. C'est pas un champ contre champ banal, là il y a des gros plans, ça change, les mains de Drusilla aussi. Sur là il appuie Puis le point de vue de Buffy après sur la scène, c'est bien. C'est plus intelligent. Donc nous voilà dans le couloir du lycée. Et donc comme je disais, Jenny, elle aussi va faire des petites cachotteries à Giles. Elle veut pas lui dire où elle l'emmène le lendemain soir. On saura par la suite qu'elle a beaucoup d'autres secrets en plus de celui-là. Et elle va sortir une réplique qui est You're gonna have to trust me. Tu vas devoir me croire. Chemise à carreaux vertes. Ah, il y a des chemises à carreaux vertes. Attention, c'était la première. C'était la première chemise. Et voilà, des répliques comme ça vont se succéder. Tu dois me faire confiance. Tu arrêtes de mentir. Chemise à carreaux vertes. Chemise à carreaux vertes encore. Oui, effectivement. Ça n'arrête pas. Oui, c'est la même en plus celle-là. Celle-là, je crois que c'est la même. Deux figurants différents là, pardon. C'est fascinant. Et spécial costume. Et donc, voilà, vous allez voir que dans cet épisode, à chaque scène. Oui, bah c'est le même qui est derrière Giles. À chaque scène, on va avoir ce thème-là qui va revenir à un personnage qui ment à un autre ou qui ne veut pas lui dire la vérité, ce qui revient au même. La Buffy est juste devant l'étagère à trophées dans lequel on aperçoit les trophés des Pom-Pom Girls. Cette petite statue toujours. La mère d'Amy Madison. C'est ton personnage préféré, c'est ça? Ça a été. Faut que tu parles plus près du micro, Aurélien, je suis scène de lycée. Scène de teen drama à fond. On s'échange des mots. Alexander, il a un maillot de foot, vous avez vu ou pas? J'adore. Non, surtout c'est un cours d'histoire. Et non, surtout voilà, échange de petits messages. Que, voilà. Et la thématique c'est les secrets, le mensonge, tout ça. Et Buffy et Willow, elles sont encore là-dedans. L'intime, ce qu'on veut cacher à l'autre. Mais aussi se faire confiance à l'autre et lui dévoiler ses secrets. C'est quelque chose de super personnel d'avoir vu son copain, pour Buffy avoir vu son copain fricoter avec une autre. Et Buffy pourrait décider de garder ça pour elle, mais non. Elle considère avoir assez confiance en Willow pour lui parler de ça, et elle échange des petits bulletins secrets avec elle. Mais en parlant de vampires, quoi, c'est un peu du coup, c'est ce qui fait l'esprit de Buffy. Mais oui, et d'ailleurs, juste après, là, quand ils sont dans le couloir, Buffy va reprocher à Willow d'avoir donné son secret à Xander. Xander, elle n'avait pas prévu de lui dire, qu'elle avait vu Angel avec une autre. Donc malaise, hein, forcément. Maillot de foot de Sablé-sur-Sarthe, il me semble.
Je sais pas ce que t'en penses, Sarpan, non? De l'ancien club de Arrivé du personnage très très important. Priorité direct. Jason Behr, Ford, la star de Roswell. Alors Jason Behr, donc grand acteur qui nous fait un guest dans Buffy. Toi t'as revu toute sa filmographie, Riley, pour cet épisode, t'as des choses à dire. J'ai préparé évidemment, j'ai tout vu, hein, tout ce qu'il a fait, il est vraiment formidable. Qu'a fait Jason Behr dans la vie? Non. À part jouer dans Buffy. Non, je l'ai pas trop. En fait, il a fait plein d'épisodes de séries télé dans les années 90. Hein. Il a joué dans Jag, Profiler, Notre Belle Famille. Hein. Tu t'en rappelles? Ah, Notre Belle Famille, oui, avec le frangin un peu débile là. Ouais. Dawson aussi, il avait un rôle un peu important. Quoi. Et surtout, il est connu donc pour être le rôle principal de Roswell. Hein. Souvenez-vous, cette série sublime. Oui. Une série de WB aussi, et qui est aussi passée sur UPN après comme Buffy. En même temps, en fait, c'était dans le package. Ah, d'accord. Et c'est une sorte de Dawson mélangé à X-Files et Buffy, un peu, c'est un peu nul. Oula, c'est nul en fait. Et en fait, la série, il y avait la Catherine Hegel, qui joue dans Grey's Anatomy après. Et en fait, la série, il y a eu plusieurs showrunners différents sur 3 saisons, c'est n'importe quoi. Il y a des saisons qui sont plus teen drama, d'autres SF. Voilà, donc ça, c'est son truc notable. Après, il a fait The Grudge aussi. Donc avec Sarah Michelle Gellar. On va en reparler tout à l'heure. Ouais. Donc Roswell en fait c'était pas, il y a eu des gros problèmes de production en fait, c'est ça que tu dis? Non seulement c'était pas terrible, hein, et en plus il y avait des gros problèmes de production. Il y a genre le mec de Battlestar Galactica qui est arrivé sur la dernière saison en co-showrunner apparemment. Le mec comment il s'appelle? Ronald D. Moore. D'accord, il a bossé sur Roswell. Ouais. D'accord, intéressant. Voilà, non, mais voilà, priorité au direct, hein, j'ai envie de dire. On retrouve notre thématique au bronze avec là c'est Ford qui balance des secrets à Buffy et à Xander et ça tombe comme une vanne, comme tout le monde se bat pour connaître le plus de secrets sur Buffy, comme si c'était une marque de confiance de connaître les secrets sur la personne. Ouais, j'avais une question pour notre invité en fait. Cette table de billard rouge comme ça, magnifique. Non mais sans blague, est-ce que voilà, ça, le rouge du sang, est-ce qu'on est dans une, d'après toi Non, pas du tout. Par contre, le stand à sandwich du bronze, c'est le seul épisode, je crois, où on aperçoit le stand boulangerie. Et le truc rouge non, il y a Owen qui va aller chercher un muffin dans. Peut-être. Il y a un gros parallèle avec l'épisode Never Kill a Boy on First Date sur celui-là. C'est la même scène avec le trio, juste Ford remplace Owen. Mais on a raté Buffy qui blaguait sur le fait d'avoir à tuer son ancien pote pour lui faire taire ses secrets. Et réplique plus lourde de sens quand on connaît la suite, quoi. En fait, oui, le fait de savoir des secrets, ça implique aussi une énorme responsabilité de ne pas divulguer ses secrets sous peine de mort, en fait. C'est un peu ce que dit Buffy sur le ton de la blague, mais ça va être un peu le thème de l'épisode. Donc là, rencontre forcément entre Ford et Angel, pas ouf. Mais surtout, je vous invite à regarder très la précisément. chemise d'Angel. Non, les plans sur Xander et Willow. C'est maintenant, et vous allez découvrir à un moment donné, ça va être très furtif. Hein. À côté de Willow, on va découvrir une épaule. Et ouais, voilà. Je suis impatient. Mais non, mais j'ai mené mon enquête. Attention, je crois que c'est là. Donc là, il y a Angel qui encaisse et tout. C'est pas là. C'est pas là non plus. Et c'est là. Vous avez vu l'épaule? Ouais. C'est extrêmement furtif. Mais du coup, j'ai mené mon enquête. Et en fait, quand on regarde l'épisode en version HD, la version HD qu'on n'aime pas, mais du coup où l'image est plus grande sur les côtés, on découvre en plus d'une épaule carrément la moitié d'un corps, et on découvre que Cordelia était dans cette scène en fait. Cordelia, donc qui n'apparaît pas dans les scènes, elle a été tournée, elle a tourné des plans dans cette scène, mais des plans qui ont été virés au montage. Et quand tu vas regarder le script original de l'épisode, tu te rends compte que Cordelia devait effectivement apparaître dans cette scène, elle devait jouer, elle devait danser au début de la scène. À un moment donné, il y a une coupe audio, une coupe au son assez étrange au tout début de la scène. Donc on comprend que c'est Cordelia. Enfin bref, ils ont coupé Cordelia au montage. C'est un scandale. Mais la priorité au direct. En attendant, voilà. Donc quand on dit priorité au direct, Riley, faut parler derrière. Scène ultra importante où on passe du point de vue de Ford. Et sur Buffy qui chasse des vampires, et c'est super bien vu de justement de nous montrer ça. Il fait que entendre jusqu'à le twist de la fin de la scène où il connaît déjà le secret de Buffy. Et voilà, dans cette deuxième partie de la scène, de découvrir Buffy. On est du point de vue, c'est comme si on est d'un point de vue extérieur de quelqu'un qui ne connaît pas le secret de Buffy, quoi. La caméra qui le suit derrière le mur, c'est super intéressant. Le personnage est il est aussi important que Buffy dans cet épisode. C'est pas souvent qu'une guest comme ça
prend autant de place. Bah carrément, ouais. Je sais pas si c'est une guest à l'époque d'ailleurs. C'est plutôt après ça qu'il a fait sa série. Ouais, à l'époque, il avait déjà joué dans Dawson quand même. Ouais, c'est vrai, ça va pas. ça te pose là quand même. Dans Pacific Dans Pacific Blue. Ah, c'est les mecs qui faisaient les policiers en vélo. Ouais, bien sûr. Ah, génial. C'est ça. Et voilà, donc il annonce à Buffy qu'il connaît déjà son secret. Scène géniale du téléphone là, hein, où pareil, la caméra bouge pas et Joss choisit par rapport au thème de l'épisode de ne pas nous montrer la suite de la conversation entre Buffy et un mot sur la Ford. déco, Aurélien. Un mot sur la déco. Un petit peu plus tard pour la chambre de Willow. Bah oui. Alors là, c'est intéressant. On commençait à voir la rue dans laquelle Ford se balade pour arriver à son club, c'est la même rue dans laquelle il était à l'instant. 2 scènes avant. Vous avez fait attention ou pas, non? C'est à cause du vitrail lumineux derrière. Oui, il y avait une petite fenêtre vitrail. On aperçoit brièvement juste avant que Buffy explose le vampire. C'est ça, et on la voit très bien dans ce plan-là. Et en fait, quand on connaît un peu la série, on voit que c'est la même rue, le long du bâtiment qui leur servait de lieu de production et de décor. C'est la même rue qui sert d'extérieur du bronze, tout ça, quoi. C'est la même rue qui sert à tout. Et donc là, Ford arrive dans le Sunset Club, je crois qu'il s'appelle, donc ce club de fans de vampires, et donc on arrive en fin de l'acte 1, le méchant doit se révéler, et le méchant c'est Ford, celui qui semble connaître les secrets de tout le monde, se révèle être très 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 méchant finalement. Lui c'est le seul à pas s'habiller comme tous les autres, c'est marrant. Oui, les adorateurs de vampires il est infiltré quoi. Ouais, ils ont un look un peu bizarre. D'ailleurs, il dit bizarre, Diego, il a un look bizarre mais il dit à son pote Diego, trust me, voilà, on est toujours dans ce champ lexical de la confiance, les secrets, tout ça, tu dois me faire confiance, sauf qu'il est en train de les enfumer comme il essaye d'enfumer tout le monde, Ford. Il regarde à la télé. Ouais. Il regarde le Dracula de Dan Curtis, un téléfilm de 73 avec Jack Palance dans le rôle de Dracula. Et c'est super intéressant qu'ils aient choisi ce passage-là qu'on voit. C'est le passage dans le film où Dracula est face à des types qui veulent le chasser, mais il en impose tellement que les mecs le laissent partir mi-hypnotisé, mi-impressionné par le type. Et c'est aussi le moment où il vient d'utiliser une jolie blonde pour assouvir ses bas instincts. Et tout le concept du vampire à l'ancienne, à la Bram Stoker un peu, est dans ce moment du film. Et on comprend alors que Ford et ses potes ont une vision très à l'ancienne du vampire, une version du vampire qui en impose, qui a la classe et tout, une version très différente des vampires de l'univers de Buffy, de fiction, qui sont fourbes, qui sont bagarreurs, qui n'ont rien à voir. Et donc ça va être ça dans cet épisode. On va en reparler après, de toute façon. Voilà, l'imagerie classique du vampire confrontée, ces fans-là confrontés à la réalité du vampire, enfin la réalité de cette fiction. Exactement, le point de Joss Whedonien sur le vampire. Un petit mot sur la déco, Aurélien. Oui, donc là, le décor de la chambre de Willow qu'on avait déjà découvert dans l'épisode Moloch. Donc là, on peut se rendre compte que la déco est très très minime, et donc en fait les moindres éléments ont tous un peu une signification. Beaucoup d'animaux qui nous rappellent que Willow est encore une enfant, un mobile avec des formes géométriques pour nous rappeler que c'est une scientifique, quelques détails un peu féminins, et surtout, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une espèce de forme mi-loup, mi-singe sur le dessus de sa bibliothèque qui nous rappelle son intérêt qu'on découvrira. Pour les poils. Pour les poils. Elle aime les poils. Voilà, il y avait le microscope aussi. Ouais, le microscope qui était flagrant dans le champ. Ouais. Flagrant. Et le maquillage, est-ce qu'il est pas un peu poussé sur cette scène? Il est dégueu le maquillage. Ils sont très ils sont maquillés. Un peu trop maquillés dans cette scène, ouais. Ça se voit. Alors après, Angel également. Après, Willow, elle avait une soirée, donc elle s'est peut-être un peu maquillée et tout. Angel, c'est n'importe Angel quoi. aussi, il avait une soirée. Angel, il est méga blanc, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on n'aurait pas le temps pour une petite énigme vite fait là? Une énigme ou un sondage? Une énigme de Tonton Giles. C'est le retour des énigmes. Qui ont complètement 6 mois sans énigme, donc j'ai bossé sur une grosse énigme. Attention, énigme. Ça m'a manqué. Ah bah oui, merci Clément. Alors là, l'histoire se passe entre la saison 1 et la saison 2. Giles passe l'été à Sunnydale et il s'ennuie, il se fait un peu chier à Sunnydale. Et régulièrement, il retourne donc à la bibliothèque pour lire des bouquins et des vieux grimoires. Et cette fois-là, il tombe sur Jenny, bim, Jenny Calendar. Bim. Vous connaissez? On aime bien. Oui. Elle aussi s'emmerde d'été, elle utilise les ordinateurs du lycée qui sont beaucoup plus puissants. Donc ils se chamaillent un peu comme des ados, hein. C'est un petit peu, ils se rapprochent, c'est une belle histoire. Et là, Jenny reçoit un mail.
Vous avez un mail. You vous avez got mail. qui clignote. Vous avez un mail. C'est un mail de son groupe de techno-païens. Ça fait partie d'un groupe anarchiste comme ça. Des chemises à carreaux. On rate plein de chemises à carreaux. Pardon, je finis ma demi, mais attends. Jenny ouvre la boîte mail et là, il y a un de ses amis qui lui parle d'un truc un peu bizarre. Il lui envoie un lien. Putain, il y a trop de chemises à carreaux. Il lui envoie un lien et il faut. Sauf qu'il y a un code secret pour ouvrir cette page. Ok. Internet. Et le code secret, c'est chemise à carreaux. Il le découvre. C'est Joyce qui le découvre. Alors sur le site de Pourquoi Buffy c'est génial, il y aura un article. C'est l'invasion des chemises à carreaux. Il faut trouver un code pour aller sur cet article et dedans il y aura une autre énigme. Et le code, alors notez le fond, il y aura J'ai un une article petite pour idée. rappeler, mais pour trouver le code, il faut prendre le nombre d'épisodes dans lequel apparaît Jenny Calendar, multiplié par le nombre d'épisodes réalisés par Joss Whedon. Ouais. Plus l'année de naissance de Buffy. Ça a l'air extrêmement compliqué tout ça. Non, on va refaire une énigme. Multiplié par le nombre de chemises à carreaux, non, c'est pas ça? Non, j'ai par le nombre de carreaux de la machine. Il y aura donc un article pour récapituler tout ça et donc une page secrète sur le site. Mais oui, comme celui de Perceval. Là, et à gagner, je ne sais pas. Ok, ok. Des gros bisous, énormément de gros bisous. Une part de savane brossard. Alors, la priorité au direct. On rate plein de trucs. Mais oui, non, mais surtout le mensonge. Donc on est d'accord, tout le monde ment à tout le monde, hein, on est d'accord. Et pour Buffy, comme pour pratiquement tout le monde, a priori, le mensonge c'est mal. Sauf que Giles arrive. Et Giles fait comprendre à Buffy, quand il apprend que Ford est au courant de sa mission, que le mensonge parfois c'est bien. Et il lui dit, attends, t'as pas donné ton identité secrète à ce mec pour le séduire et tout. Elle lui dit, non, et tout va bien. Mais bon, bref, Giles est le premier à dire à Buffy que peut-être le mensonge parfois c'est bien, peut-être parfois ça a du bon. On va voir que c'est le thème de cet épisode et que Buffy va apprendre que le mensonge parfois est nécessaire. Comme d'habitude, Giles a toujours un temps d'avance sur ces petits jeunes. Tonton Giles qui vient de faire une super énigme. Voilà, c'est avant les autres ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Mais Buffy le sait pas encore, elle va l'apprendre de manière difficile comme à chaque fois. Donc là, elle se bat contre une vampire. On voit que c'est la cascade un peu. Mais bon, cascade. Bim, cascade. D'ailleurs, elle a rien fait, ça, Michel, dans la baston. Après, là, c'est cool, ce twist-là de fin d'acte. Et en fait, j'en connais plus que ce que je dis. Bah, on savait un peu déjà. Ouais, mais là, c'était... Là, il ment à Buffy. Voilà, il va plus loin. C'est ce qui lui causera sa perte, d'ailleurs, tout à l'heure, quand du coup, Buffy va revoir cette vampire-là. Ouais. Dans la bibliothèque. Et alors pendant ce temps, c'est bien écrit. Angel, Xander et Willow mènent l'enquête. Scooby-Gang, donc toujours dans cette fameuse rue, voilà, le long de l'entrepôt. Donc ils vont au Sunset Club, hein, le club de Ford et de ses amis. Alors là, on va pouvoir découvrir le club dans ses détails. Est-ce qu'on a des choses à dire sur la déco de ce club? Alors le club, on s'aperçoit qu'il est construit dans un égout, on aperçoit quelques tuyaux sur les côtés, mais surtout il est très très lumineux. Tout à l'heure, quand on le découvrait la première fois, la première chose qu'on voyait, c'était l'arc électrique d'un soudeur qui travaillait sur la porte. Ouais. Il est tout en lumière, en néon, en incandescence, il y a des lumières qui sont projetées de boules à facettes, il y a plein d'ombres projetées, il est complètement tout en lumière. Et ça va avoir son importance. Ah là, le gars dans le cercueil à qui ils disent bonjour, c'est Todd McIntosh. Vous savez qui c'est, Todd McIntosh? C'est le mec qui a inventé les Macintosh. Tais-toi. J'ai rien, c'est toi qui l'as dit. C'est le maquilleur en chef de la série Buffy. C'est lui qui faisait les vampires, les masques, tout ça. Chanterelle, qu'on revoit, on la voit plus tard, c'était dit sur le chat tout à l'heure. Julia Lee, de son petit nom. On la verra plus tard. Donc qui revient jouer ce même rôle de Chanterelle, enfin un personnage qui va changer de nom plusieurs fois. Dans le premier épisode de la 3ème saison, dans Anne, et qu'on verra aussi dans Angel. Ah oui. Dans deux ou trois épisodes, dans plusieurs épisodes d'Angel. C'est cool. Julia Lee, on n'a pas dit de la voir. Mais dans Angel, c'est comme si elle ne le reconnaissait pas, alors que là, on voit bien qu'il se rencontre. Ouais, il y a un petit... Mais bon, c'est très furtif. Surtout comment l'oublier une fois que t'as rencontré Angel. Ouais, mais bon, on voit bien que leur rencontre est quand même très furtive. Hein. Peut-être. Là, c'est génial, la réaction d'Angel, elle lui a fait comprendre que elle vivait dans un monde illusoire, que les vampires c'était en fait des méchants. Il fait tout un speech, c'est Joss Whedon qui prend la parole à travers Angel.
Et tout est désamorcé avec ce gag génial où les mecs arrivent habillés comme. Oui, quand il dit que les vampires ne sont pas ce qu'il de l'imagerie que les gens pensent. Qu'il faut pas se mentir, il faut grandir. Enfin ça ils le diront à la fin. Faut pas imaginer des vampires à la Anne Rice. La vision romantico-gothique des vampires, n'est pas dans le monde de Joss Whedon en tout cas la réalité. Et donc là on arrive à la bibliothèque. Des choses à dire sur la bibliothèque ou pas? Je sais pas parce qu'on dit que c'était une mauvaise scène, c'est ça? C'est pas la scène la plus iconique de la bibliothèque, mais c'est comme vous l'aviez remarqué, fait un sondage dessus. La bibliothèque est iconique. Elle sert tellement dans toutes ses fonctions, enfin chaque élément a double fonction, le comptoir qui sert à la fois de bibliothèque aux retrouvailles, la table de travail sur laquelle on les retrouve, la cage qui sert à la fois à cacher des armes, cacher les livres protégés et enfermer Oz. Voilà. Ouais, c'est ça. Les rayons de la bibliothèque dans lesquels Cordelia et le second Watcher vont s'embrasser. Et aussi Willow. Willow découvre Xander et Cordelia aussi qui s'embrassent à un moment donné. Enfin voilà, c'est une scène. Il se passe plein de choses dans cette bibliothèque. Lieu qui est resté que 3 saisons et qui est encore, qui est le plus emblématique de la scène carrément. Et la priorité au direct, il se passe quelque chose d'incroyable. Buffy dans cette scène découvre en quelques secondes d'intervalle que les 2 hommes de sa vie à ce moment-là lui ont menti au sujet d'une autre femme. Et en plus, chaque autre femme, les femmes en question sont des vampires, donc c'est encore plus ses rivales, et du fait de sa mission. Donc on voit bien que Angel a menti à Buffy au sujet de Drusilla, et Ford a menti à Buffy au sujet de la vampire blonde là qui disait avoir tué. Donc là, si le but était de montrer aux jeunes filles qui regardent Buffy que les garçons sont toujours des beaux parleurs à qui il faut jamais faire confiance, quand il est question de femmes, le message est très clair, hein. La pauvre Buffy tombe de haut et le message dit n'écoutez jamais les garçons, ils vous disent il faut que des balivernes, attention. Priorité directe que des balivernes. Excellente superbe mise en scène inspirée par Joss Whedon. Joss Whedon, il va faire toute la scène comme ça derrière la cage. Ouais. Justement parce que Drusilla est enfermée un peu par. Oui, dans ce cadre, Drusilla est enfermée dans la cage. Mais là, complètement, c'est peut-être un poil poussif quand même, justement. C'est carrément. C'est génial. Je sais pas, c'est trop. Mais justement, et la caméra bascule, tu vois. Ouais, voilà, après c'est pas le même plan. Et après, c'est Spike qui va se retrouver un peu prisonnier, c'est qu'ils sont l'un et l'autre attachés. Bien sûr. Et puis Drusilla est malade aussi. Et on retrouve aussi la thématique de notre épisode. Spike vient de découvrir que sa meuf aussi lui mentait. Elle n'a pas dit à Spike qu'elle était sortie la veille. Et voilà, et surtout qu'elle avait vu son ex. Rappelez-vous, dans notre émission sur Schoolard, on avait noté tous les points communs qu'il y avait entre Buffy et Spike. Et là, ça continue. Comme de vrais Nemesis, comme 2 personnages qui fonctionnent vraiment en miroir, Spike et Buffy éprouvent de la jalousie envers l'ancien couple Angel Drusilla. Et donc tout ça, c'est un nouvel exemple du rapport très très fort qu'il y a entre ces 2 personnages, qui se conclura forcément en fin de saison par l'entraide mutuelle de Buffy et de Spike contre Angel. Angelus. Alors, priorité direct. Priorité direct, Jason Behr est arrivé. Il intervient, il débarque. Et il se retrouve face à son idole, enfin pas son idole, mais l'image qu'il fantasme des vampires. Bah si, ouais, son idole. Enfin, il veut lui demander, justement, avec cette super réplique où il dit t'as 30 secondes pour me convaincre et tout, avant que je te tue, il va essayer de jouer sur les traditions du vampire. Et Spike dit qu'il fait pas partie des. Ouais, qu'il respecte, qu'il y a un vampire dont on a déjà parlé dans Schoolard, mais qui respecte pas les codes traditionnels des vampires. Il débarque, Ford, dans cette scène tel un Danny Madigan atterrissant dans la voiture de Jack Slater. Hein. On peut dire ça. Mais c'est évidemment ça. Dans le film. C'est un fan qui rentre dans son film, dans sa fiction, dans les histoires dont il est fan, et donc comme un vrai fan, il s'attend à attendre les répliques. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que Ford, il est intéressé que par l'apparence des choses, par le faux. C'est un fan comme si un fan qui rencontrait son comédien préféré n'était intéressé que par le personnage et non pas par la personne. Il est là que pour ce qu'il représente, seulement pour que Spike représente. Ford vit dans le mensonge, dans le faux, dans le paraître en fait. Il n'y a que ça qui l'intéresse chez les autres. C'est intéressant de le noter. Il a jamais peur aussi. Lui, quand on connaît la fin d'épisode et son secret, en fait, il a jamais peur dans aucune scène. Et là, il a pas peur face à Spike. Même à la fin, quand il se réveillera, il aura pas peur alors qu'il se retrouve tout seul avec lui, les vampires.
le personnage est assez pas mal en fait. Finalement, il s'en sort bien dans, et puis dans cet épisode. il a une certaine vision du vampire qui, vu qu'il a tous les codes, c'est un personnage intéressant. Il se dit qu'il a aucun risque vu qu'il connaît tous les codes de ces vampires, des vampires. Sauf que c'est pas exactement les mêmes vampires. Ouais. Et surtout dans les vampires qu'on connaît, Bram Stoker, Anne Rice, tout ça, il n'y a pas de tueuse de vampires. C'est ça qui va tout changer. Des tueurs de vampires. Donc la priorité au direct, on est chez Buffy. Donc va y avoir un faux raccord dégueulasse à de la porte. Mais bon, ça c'est pas. Là, il joue avec les codes où Angel demande à rentrer, c'est juste par politesse et pas par rapport à la règle des vampires. Ouais, la naïve Buffy découvre que tous ses amis lui mentent depuis le début. Et comme elle le sous-entend avec humour, faut pas s'étonner ensuite qu'il y ait des gens qui se mettent à croire aux conspirations. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Là, parlons de mise en scène encore une fois. La contre-plongée, regardez ce plan là, sur Buffy, les épaules dénudées. Et très très lourd de sens. Je vous rappelle que les vampires, quand ils attaquent des jeunes filles, ils les mordent généralement à la gorge. Et donc là, le fait de se mettre à nu, les épaules dénudées face à ce vampire est une énorme marque de confiance. Elle va même lui dire qu'elle l'aime. Elle lui a jamais dit jusqu'à présent. Et s'y attendait pas apparemment. Elle se livre. Buffy se livre complètement à ce moment-là à Angel, et du coup on attend la même sincérité d'Angel derrière. C'est pour ça qu'elle se livre autant. Elle lui dit "Don't lie to me, I'm tired of it." Ouais. Si je le dis avec le Bien sûr. Redis-le d'ailleurs s'il te plaît. D'ailleurs, le discours là de Angel qui raconte ses origines là, avec Drusilla, il l'a rendu folle. Avant de l'attendre au couvent pour la transformation en vampire, c'est d'ailleurs, t'as vu juste au moment où on n'y croit pas que ce mec-là, on n'a rien vu de son passé, on n'y croit pas qu'il soit aussi. Et quand il parle de Drusilla, de la transformation en vampire de Drusilla, il y a les quelques notes du thème musical de Drusilla qu'on entend, c'est très très bien fait aussi. Je me demandais, je sors de l'épisode 2 secondes, est-ce que vous savez s'il y a une fanfiction, un truc qui parle d'un Angel mais version hardcore, tu sais, Angelus version, mais non, mais tu sais. En dehors de la télé ou un peu moins édulcoré, c'est une version un peu trash de Angelus. Ça existe? Un dessin ou un fan art, un truc. Faut chercher. Ça vous dit rien? Je suis sûr que ça doit exister. Il y a Big Game sur le chat qui nous parle de la thématique de l'épaule dans cet épisode. Entre l'épaule de Cordelia, l'épaule de Buffy maintenant. Grosse thématique épaule. Ouais, et je pense que ce soir on est les premiers sur l'épaule. Le premier podcast de France sur l'épaule. On est plutôt sur les chemises apparemment, mais. La chemise qui découvre l'épaule, bien sûr. Ou qui la couvre. Voilà. Ah, regardez, plan mise en scène dans le conducteur. Ce plan est génial. Donc la fin de la conversation est filmée d'extérieur, depuis la fenêtre, comme si les couples doivent avoir leur propre secret en fait. Une fois qu'ils sont chez eux dans leur foyer, il se passe des choses, ils se disent des choses qu'ils ne vont pas dire à leur entourage. A priori, Buffy n'ira jamais dire à ses amis les secrets qu'Angel lui a révélés, sauf bien sûr quand il deviendra Angelus et que ça deviendra vital pour eux de le savoir. Mais là, la scène très très importante là sur les marches du lycée avec la caméra qui tourne, comme dans Lost, ça c'est génial. C'est un peu comme dans Lost, mais surtout il y a un jeu de dupe. Ford ment à Buffy, elle le sait qu'il ment, mais lui ment en retour. C'est un bordel monstrueux dans la tête de Buffy et un peu pour tout le monde. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a ces plans qui tournent pour nous déstabiliser un peu. Qui dit quoi, qui dit la vérité, qui est sincère, tout ça. Cette mise en scène de la caméra qui tourne. Est très cool pour ça. Donc parti pris, pas facilité pratique de production. Buffy connaît la vérité sur c'est plus facile de faire des plans fixes que de faire des plans qui tournent, on est d'accord. Ouais, c'est vrai. Donc là, Buffy voit ses amis. Elle est pas contente. Elle est pas contente. Tout le monde ment. Elle les réalise. Comme dirait Dr House, everybody lies. Quelqu'un disait sur le chat, c'est un épisode spécial Dr House. Bien sûr. Et là, il y a quand même une petite vanne pour désamorcer la tension. Comme d'habitude, en saison 1 et 2, ça fait plaisir. D'Alexander et Willow. Séparés dans le cadre par la barre. Enfin voilà, on l'a déjà dit, on le redit, Joss Whedon se casse un peu le cul pour faire une mise en scène plus intelligente que sur d'autres épisodes. Et t'avais dit ça. Ouais, et tous les plans sont pensés. Oui, voilà, ouais. Et ben là, un nouvel exemple, vous allez voir, les les amis de Ford parlent avec lui, et quand Diego évoque les amis de Ford qu'il a vus précédemment, donc il parle de Xander, Angel et Willow, Ford n'est pas au courant. Et là, voilà, l'axe change, ça remonte, et les trois amis qui apparaissaient sereins, forts, là apparaissent en contre-plongée, en plongée, et apparaissent plutôt plus comme pris au piège que comme sereins et sûrs d'eux. Rien que ce changement d'angle change la perspective. Là voilà, ce plan est vraiment criant. En plus de faire découvrir le décolleté de Chanterelle, on a ces trois personnages vraiment pris au piège dans leur
dans leur cage en fait. D'accord, bah oui, c'est bien fait, très bon choix de cadre. Bah bien sûr. Et là, pareil, il joue bien ce Jason parce qu'il se touche la tête depuis le début, il est comme s'il a migraine, enfin, on connaît la histoire, mais si, le mec, il joue son personnage. T'es en train de devenir fan de Jason Bear en fait. On va faire tout Roswell en fait, je pense. Après, surtout à la fin, il est triste. Ouais, je commence à bien aimer. Alors, mais si tu aimes Jason Bear, peut-être on peut parler du film qu'il a fait avec Sarah Michelle Gellar. Tu connais Aurélien le film? The Grudge, évidemment. Mais bien sûr, ils se sont retrouvés en 2004 dans un film de Takashi Shimizu. Il a fait un remake de son propre film. Il a remaké son propre film. Il avait fait un film japonais avant et il a fait le remake, son propre remake américain. Donc c'est un film qui est assez nul, mais dans lequel on peut retrouver donc Sarah Michelle Gellar et Jason Bear. Il y a aussi Bill Pullman. Bill Pullman. Et il y a Cléa Duval. Cléa Duval qu'on connaît aussi, c'est une ancienne de Buffy. Elle jouait Marcy Ross dans Out of Mind, Out of Sign, Portée disparue en VF, un épisode de la saison 1. Il y a aussi le frère de Sam Raimi, référence à Evil Dead. Et oui, elle était là, elle était Raimi. Elle est dans tous les Evil Dead, voilà. C'est vrai. Donc on peut dire deux mots sur ce film. Sarah et Jason sont en couple dans le film, un couple qui vient de s'installer au Japon. Sarah va s'occuper d'une vieille car elle est bénévole dans un centre social. Elle va découvrir des événements bizarres dans la maison de la vieille, notamment un gamin très très flippant. En gros, le film est vraiment pas terrible, mais il avait bien marché à l'époque et il avait même le droit à une suite dans laquelle joue également Sarah. Plan génial, oui, qui fait un peu peur. Tout le monde regarde Buffy, elle est prise au piège. Ils sont tous seuls quelque part, c'est des adorateurs, des cultistes. Ouais, seuls contre tous, un petit peu. Voilà. Mais en même temps, elle est au-dessus. Enfin, le plan il est pensé quoi pour le coup. Parce que c'est pas une menace et en même temps, elle est prisonnière. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou oui? Tout à fait. En même temps, elle est plus forte que tous les autres. On a parlé de cette porte qui est fermée de l'extérieur et qui est là depuis le début de l'épisode aussi. Qui est là depuis le début de l'épisode et qui est complètement dans la théorie de la porte. On entend souvent sur Buffy. C'est ça. Dans ce podcast. C'est vrai que les portes, ça revient souvent. Où est-ce qu'il a vu qu'on s'est habillé comme ça les vampires, Diego? C'est bizarre quand même. Diego est un peu con. D'ailleurs, on lui fait remarquer. Est-ce que il y en a qui lui disent. Jason, il lui dit après. Bah, Ford. Vous savez que Diego est interprété par Jarrad Paul. Et Jarrad Paul, tu le connais forcément, Clément. D'accord. Parce qu'il a, je vois venir. Il a joué dans 6 épisodes de la série préférée de Clément, qui s'appelle Monk. Voilà. Attention que ça ne devienne pas une habitude cette vanne sur Monk. Parce que ça commence à devenir un peu chiant. C'est toi qui as cherché. Moi je voulais juste rigoler quoi. Derrière Buffy, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un tableau d'une femme qui est Elisabeth Báthory. Qui est donc. Qui est cette personne? C'est un mythe assez connu. Donc au XVIIe siècle en Hongrie, on raconte qu'il y a la comtesse Báthory qui buvait le sang des vierges et qui prenait des bains de sang aussi pour rester éternellement jeune. Je sais pas si vous avez vu, il y a un film de. Enfin, elle a fini emmurée vivante. C'est horrible. Il y a donc un film que je vous conseille qui est La Comtesse de Julie Delpy, avec Julie Delpy qui raconte cette histoire en se basant un peu plus sur des faits historiques. C'est pas. Mais parce que les gens pensaient que c'était une vampire en fait. Cette ouais, la mythe fait que c'est une vampire, mais c'était pas vraiment une vampire. Ouais, non. Quoi, ça existait pas les vampires? Une psychopathe sûrement. C'est le film avec William Hurt et Daniel Brühl qui sont des super acteurs. Oui, Daniel Brühl, le Goodbye Lenin. Goodbye Lenin. Et Inglourious Basterds aussi. Bref. Goodbye Lenin. Donc là, c'est grosse scène de l'épisode où là, il révèle la vérité. Ouais, une scène très très riche en émotions. Ford révèle donc sa maladie. Il a atteint d'un cancer, il va mourir. Et donc c'est pour ça qu'il a monté tout ce coup. C'est pas juste un salaud. C'est un mec qui a surtout la frousse. Et qui a voulu exploiter son amitié avec Buffy, avec une tueuse, et ses connaissances du monde des vampires. Il a la frousse parce qu'il a pas le choix, surtout qu'il a peur. Enfin, il a peur de mourir. C'est ce que lui dit Buffy, il a le choix. Buffy, fin de saison 1, a le choix entre mourir pour sauver les gens ou rester vivante et condamner d'autres gens. Elle fait le choix de se sacrifier. Pas lui. Elle accepte du coup d'autant moins le choix de Ford de ne pas se sacrifier. Ouais, Ford, il est pollué par l'image du vampire fictionnel qu'il a en tête, où il se dit que Spike n'est pas du tout... va pas le tuer, va respecter son accord et tout ça quoi. Donc ça tient pas enfin Ford est pas si lâche que ça, il est dans son truc, dans son fort et ses intentions sont compréhensibles quoi. Donc il est malade, c'est pour ça qu'il veut devenir vampire. Et contrairement à tous les autres qui sont plutôt solitaires et perdus dans leur vie, qui n'ont pas confiance forcément en eux, qui donc ont besoin de se regrouper. Exactement, ils se fourvoient. Et surtout il dit enfin la vérité. Comme la vérité d'Angel concernant Drusilla, la vérité de Ford concernant sa maladie fait énormément de mal à Buffy.
Buffy se rend compte de ça, la vérité fait très très mal à entendre. Mais comme Buffy c'est l'héroïne, c'est Madame Parfaite, hein, elle nous dit un peu it's still very wrong. Faith aurait voulu se moquer d'elle, elle aurait dit la même chose quoi. Buffy est toujours droit dans ses bottes et ne se trompe jamais. Mais elle apprend quand même que. Elle se confie auprès de Giles. Ouais, que la vérité ça fait mal et que elle va. C'est pour ça qu'en fin d'épisode, elle va comprendre que finalement un peu de mensonge ne nuit pas forcément. Et il joue bien encore ce Jason machin là. C'est un dialogue très très intense. Mais cette scène elle est forte. Hein, on est très très ému ici. Un spécial sur Roswell bientôt, je pense. Ah ouais, pourquoi Roswell c'est génial? C'est vraiment. Il y a pas pour s'accrocher. Hein. Alors, est-ce que le plan est flou ou ils ont zoomé dans l'image? Non, c'est le plan est flou là. Non, les contre-champs sur Buffy, non, ils sont flous. C'est un poil flou, ouais. Bon, j'ai pas vu ça. Bah le chef-op devait pleurer aussi. C'est fou. Le réalisateur aussi, tout le monde pleurait. Bah ouais. Non mais tout est bien dans les trucs de Joss. On est très très ému là. Ça dit cette scène, elle te renverse le truc. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, on est dans un bon. Regarde, c'est tout flou là. Parce qu'il resserre dans l'image en fait, je pense. Ouais. Ce qui fait un très gros plan sur Buffy et le plan plus large sur. Ah non, ça le point est sur les cheveux. Les points sur les cheveux. Voilà. Mais oui, en tout cas, cette scène, elle est très forte parce que depuis tout à l'heure, on est dans un délire normal hein, de Buffy. Et là, tout d'un coup, on est dans un truc très fort où t'as le personnage qui annonce sa mort à venir. On rigole moins, quoi, pour le coup. Là, il y a bagarre. Buffy qui se fait taper 2 fois comme ça par lui sans réagir tout de suite. Ouais, ça c'est bizarre. Je crois pas trop. Et là, c'est l'arrivée de Spike donc, et ses hommes et Drusilla. Ça va mal se passer. Et la porte blindée, bah, c'est. Moi, j'ai envie de vous parler d'un truc qui a rien à voir. J'ai le droit ou pas? Parce que je vais te dire, résultat du foot non, mais parce que juste avant, dans une autre scène avant dans cette boîte, Ford, le personnage de Ford, disait qu'il voulait mourir jeune et rester beau. Et ça, j'ai pas eu le temps de vous dire ce que c'était. C'était une référence. Ah oui. En plus d'être une Die Young, Stay Pretty. En plus d'être une chanson, ça se passe mal. une chanson de Blondie, c'est surtout un état d'esprit, une philosophie rendue célèbre par James Dean entre autres. Mais surtout une référence à Live Fast, Die Young and Leave a Beautiful Corpse. Ça vient du film Knock on Any Door de 1949 avec Humphrey Bogart et qui est tiré d'un bouquin de 1947. C'est Nicolas Ray. Voilà, un film dans lequel l'avocat, donc Bogart, a besoin de toute la confiance et toute la vérité de son client, un jeune accusé de meurtre d'un flic. Et pour le défendre, donc c'est tout l'enjeu du film, le jeune délinquant qui a toute sa vie fait de la merde, est-il sincère pour une fois? Peut-on lui faire confiance malgré ses erreurs? Et donc c'est une réplique que le jeune va dire 2 fois dans le film. Une première fois au moment où il se croit invincible au-dessus des lois, et une deuxième fois quand il se considère au fond du trou condamné. Et donc les 2 fois où il dit cette réplique sont des énormes indices sur le personnage qui est Ford, parce qu'on se rend compte que Ford, au moment où il dit ça dans la... Il est piégé. Voilà, il est les deux en fait. Au moment où il se croit supérieur, invincible, et il est aussi condamné en fait. Donc il se retrouve enfermé avec Spike et voilà, c'est pas une référence anodine. Pour une fois, le Scooby Gang arrive en retard. Hein. Ils sont pas du tout aidés. Pas du tout. Peut-être Aurélien des choses à dire sur le décor. Sur le décor qu'on a déjà vu. Non. C'est bien. Et on a plein de trucs à dire sur cette scène, ça va tellement vite, on n'a pas le temps de tout dire. Ils arrivent après la bataille, ça on a dit. Bah non, mais si pour parler des décors de nouveau du club, ils sont complètement en opposition à l'usine de Spike qui dans cet épisode est vraiment montré de la façon la plus sombre possible. Dans tous les autres épisodes où on la voit, on voit vachement plus les meubles, ah oui, l'usine de Spike, ouais. Les lumières et tout, alors que là vraiment, je pense que c'est fait exprès pour accentuer les différences. Tout est dans l'obscurité. Comme si la vraie maison des vampires c'était cette cave, peut-être. C'était l'obscurité, alors que les adorateurs des vampires, ils aiment le coucher de soleil, ils aiment les jolies couleurs et ils se trompent. Et en même temps, on n'est plus du tout dans l'univers du maître, tu sais, avec des bougies, des trucs, des artefacts, des machins, tout ça. Là, on est dans un truc New Age avec des. Ah, attendez, priorité au direct. Donc voilà, Buffy vient récupérer le Beautiful Corpse laissé par Ford. Il s'est fait. Tu vois, et c'est là où. Beau, remarque. Alors, il a eu sa promesse. Ouais, mais alors justement. Si tu regardes la fin, ça pose problème. La fin peut poser problème. Il y a débat. Il y a débat.
Il y a 2 écoles. Donc on arrive à la dernière scène donc, de l'épisode, une scène qui a marqué tout le monde. Buffy donc a compris maintenant que le mensonge, que la vérité ça pouvait faire très mal. Et Giles lui dit que ça s'appelle grandir tout simplement, apprendre à dépasser les mensonges, à être dans la vérité. Donc c'est un peu la grosse déprime parce que... Bah oui, elle apprend ce que c'est grandir. En morale, on a un truc un peu dur. Voilà, et elle va finir la scène en demandant quand même un petit mensonge à tonton Giles parce que parfois quand on va pas bien ça fait du bien. Et il est génial parce qu'il va le faire justement, il va lui mentir en disant les méchants sont vraiment méchants et les gentils sont vraiment gentils. Bah non justement. C'est cool. Bah il lui dit ça en partant, il lui ment. Ah oui voilà oui mais il lui demande de mentir. Et en gros il lui dit tout. Ah vous vouliez parler de ça parce que vous avez pas reconnu forcément ce fort alors que c'est évident que c'est celui. Ce vampire est très... C'est sûr que c'est lui. Pour moi c'est lui. Pour moi c'est lui. C'est évident que c'est lui. C'est évident mais sur le moment c'était difficile de le reconnaître et ce n'est que grâce au DVD qui m'a permis de stopper sur la boucle d'oreille que c'est grâce au podcast tu dis. C'est grâce au podcast. Merci Aurélien, c'est vrai que moi les premières fois où j'ai vu cet épisode j'avais pas complètement tilté que ce vampire qui se levait c'était Ford. Parce que vous étiez en train de pleurer parce que c'était tellement triste. Peut-être mais voilà c'est tellement cynique en plus Buffy elle le tue comme ça l'air de rien et continue. Alors c'est ça qui est mais bien sûr c'est complètement logique mais en même temps oui c'est logique et en même temps c'est aussi logique dans l'univers de Buffy que Giles et Buffy sont dans un cimetière et que sorte un vampire d'une tombe. Ça arrive tellement tout le temps. C'est le début d'un autre épisode quoi. Et surtout qu'ils ne le disent pas à un seul moment, il n'y a que le nom sur la tombe mais qui passe très très rapidement. Et puis c'est tellement sous-ex qu'on voit très très mal. Mais voilà, il y avait un doute mais bon. Tant mieux quand on comprend vraiment qui c'est et que c'est vraiment Ford, c'est plus... Arrêtez de toucher au micro. C'est plus clair et ça a d'autant plus de sens. Alors une dernière chose, la dernière réplique donc de Buffy traite Giles de liar, de menteur, on est d'accord ? C'est quand même une transition incroyable avec l'épisode suivant dans la saison, là, l'épisode 8 de la saison 2, ça va être The Dark Age, la face cachée en VF, l'épisode dans lequel on va découvrir les sombres secrets de Giles, parce que oui, Giles lui aussi a des secrets. Donc c'est quand même très malin d'avoir fait ce petit... Pas mal. Cette petite transition. Plein de trucs, il y a sur le chat. On a loupé un maximum de choses à dire. Il y a sûrement Vlad Tepes dans les tableaux, le vrai Dracula aussi. Aurélien, tu dis que Aurélien, pas d'accord. Non, je ne pense pas. Ah ouais. J'ai vérifié, non, ils ont pris un peu des tableaux d'époque, j'ai l'impression, de manière un peu aléatoire. Ouais. Et il m'a pas semblé voir Vlad Tepes. C'était pas complètement, mais une inspiration. Après, il y fait penser quoi. Pareil. Oui, il a des cheveux bouclés longs et noirs. Voilà. Du coup, c'était un peu la mode. D'accord. Mais c'était un épisode très cool en tout cas. Bien mis en scène. Je pense que c'est pas pour rien que Joss Whedon a choisi de l'écrire et réaliser celui-là. Réalisé en direct. Vu que c'est dans celui-là qui donne finalement sa vision du vampirisme, et ce qu'il pense vraiment et la version fictionnelle qu'il apporte, qui est pas très heureuse et qui est assez horrible. C'est cool qu'ils prennent. Hop, il parle à travers Angel, il parle à travers Giles, à travers tous ces persos. Carrément. Je trouve ça c'est génial. En plus, il donne du sens à tous ces plans, tout est pensé, maîtrisé. Excellent épisode. Il remet pas en question le côté fascinant des vampires, mais quelque part, il prévient qu'il faut pas s'enfermer dans ses illusions et ses mensonges. C'est ce qui empêche, parce que ça empêche de grandir. C'est ce que dit Giles à la fin quand il dit ça s'appelle grandir Buffy. C'est pour ça que c'est un épisode qu'on peut mettre en relation très forte avec un épisode de la saison 7 qui s'appelle Lies My Parents Told Me, un lourd passé ça s'appelle en VF, qui sert à montrer que les mensonges sont parfois nécessaires et utilisés par les parents pour protéger leurs enfants du monde réel, et que le fait d'arrêter les mensonges et d'être dans la vérité est synonyme de grandir, de devenir adulte. Plus Buffy va apprendre la vérité à son tour et se mettre à mentir aussi aux enfants dont elle est responsable, comme Dawn ou les potentiels en saison 7, plus ça va montrer qu'elle devient une adulte et qu'elle accepte que les parents les nourrissent de mensonges avant et qu'elle s'en détache maintenant. Est-ce que vous avez fini avec cette conclusion, ma foi, fort Est-ce qu'on a conclu amoureuse? la conclusion? Je sais pas, Aurélien, qu'est-ce que t'en penses? N'hésitez pas à revenir dans les Moi, je l'ai trouvé bien conclu, la conclusion. Alors, je trouve que c'est assez concluant tout ça. Dans les commentaires du site, donnez-nous vos conclusions sur cet épisode, vos expertises.
Donc c'est évidemment le moment de passer à la rubrique de l'invité. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça. Buffy, elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'il y a des vampires. C'est badass. Eh, gros sein, c'est pour ça. Buffy, c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy, ça me donne du boulot. Buffy, c'est génial. Et parce que le bronze, c'est trop cool. Buffy was awesome! Alors donc Excellent c'est donc jingle. notre invité exceptionnel Aurélien qui nous a parlé de déco et de chemise à carreaux. C'est maintenant. Les deux passions. D'ailleurs, t'es venu en chemise à carreaux aussi. Mais oui, exprès. Aurélien, on va te poser les questions qu'on pose à tout le monde, les questions rituelles de cette Émission, rubrique. ouais, Tu te calmes. Alors, je crois que je connais un peu la réponse. Quel est ton épisode préféré de Buffy? Alors, c'est évidemment la question auquel il est hyper dur de répondre. Moi, il y a un moment que j'adore vraiment dans Buffy. C'est, je crois, le moment qui m'a rendu amoureux de Buffy. C'est à la fin de Moloch, quand les Je connais pas. quand les trois héros se rendent compte qu'ils sont maudits et qu'aucune de leurs relations n'aboutira. Oui. Et je crois que ce moment-là, je me suis reconnu. Et j'étais un jeune déprimé. Par contre, j'ai grandi. Et la dernière fois que je me suis refait l'intégrale de la saison, je crois vraiment que c'est The Body. L'épisode le plus triste de la série. La plus triste jamais fait dans une série télé. Le moment le plus mieux intense fait, peut-être, et terrible, l'épisode sur la mort de la maman de Buffy. Voilà. C'est un chef-d'œuvre total. On en parlera un jour. D'écriture, de mise en scène, de jeu, c'est. Comment tu as découvert Buffy, Aurélien? Alors, comme de très nombreuses personnes, j'ai découvert Buffy pendant la spéciale Halloween de M6, où ils ont passé l'épisode d'Halloween, et c'est le moment où Cordelia, dans les toilettes, elle se rend pas compte qu'elle est au second degré, et elle dit « Mais Angel est un gentil vampire », alors que effectivement Angel est un vampire, mais elle croit que c'est une blague. Et voilà, ça ne m'a pas lâché, et à l'époque... j'avais pas la télé, je regardais ça chez ma grand-mère. Et donc après, j'ai demandé à ma grand-mère de m'enregistrer la totalité des cassettes des épisodes sur VHS. Et je me faisais du binge-watching en 99 avec les épisodes de Buffy. C'est compliqué, non mais les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, ils ont tout sur les torrents et tout facilement. À l'époque, c'était galère d'avoir des séries. Il y avait beaucoup de place, toutes les cassettes. C'était compliqué, hein. C'était notre époque. C'était la mission. Voilà. Et là, c'était l'instant coup de vieux. Sacrifier d'anciens épisodes pour en avoir des nouveaux. Tu gardais pas terrible. J'avais pas le droit. Tu faisais pas des jaquettes Non, j'avais pas le droit. Avec des photos découpées dans des magazines. Sur Téléstar, je faisais ça. Mais par contre, j'ai converti beaucoup de monde à Buffy, et après, du coup, c'était un plaisir dans les cours de récré de me faire raconter les épisodes. Donc, je vivais les épisodes par procuration. Ils étaient racontés. D'ailleurs, je fais des gros bisous. Il y avait Elisabeth, Léa, Stéphanie qui me racontaient les épisodes de Buffy. Elle, il y avait que Spike et Angel qui les intéressaient. Et moi, je voulais qu'elle me raconte tout. Et voilà. Donc t'as entendu Buffy avant de le voir. Voilà, j'ai... Buffy la fiction audio. Arrête de teaser comme ça. Donc dernière question, plus importante. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à part regarder Buffy? Alors, je suis chef décorateur dans le cinéma, je regarde énormément de séries. Parce que, mais voilà, pour essayer de. Boulot, du coup, c'est pour ça. Mais non, mais c'est pour continuer d'être sur la série. Mais si, l'enchaînement était, tu vois. C'est vrai. Mais je crois que j'avais plus envie de parler de séries que de mon boulot. Ah oui, mais c'est con parce que moi ça m'intéresse. C'est super intéressant ce que tu fais. Donc je suis décorateur dans le cinéma, donc on vient me voir avec des scénarios et des scénarios que je dois transformer en décor. Donc. Tu bosses pour un collectif, c'est ça? Enfin, t'es avec une équipe? Oui, donc on est plusieurs décorateurs à s'être mis ensemble de manière à avoir un grand atelier. On est Décal, D-E-C-A-L. Ouais. Voilà. On mettra le lien sur le site, si vous êtes intéressé, si vous avez des décors à construire. Moi, oui. Et puis t'as pas que des décors, t'as aussi plein d'accessoires. Et oui, parce qu'on a aussi un stock d'accessoires, donc on a plein de choses. Ça va de la tête de sanglier à l'horloge, les pieux, les têtes de mort. Boule à facette, t'es bien en boule à facette aussi. Et ouais, je suis assez bien en boule à facette. Mais je fais pas les soirées. Heureusement que tu fais que les boules à facette.
Donc très bien. Et donc ouais, tu regardes beaucoup de séries, donc Ouais, Genre, tu regardes quoi en ce moment pour alimenter ton travail, c'est ça pour alimenter mon travail et pour le plaisir. Ah oui, forcément. En ce moment, je viens de finir Yumi and the Apocalypse. ouais. Je suis un C'est grand- bien Moi, j'aime beaucoup. Je suis un grand fan de Penny Dreadful, d'American Horror Story, qui je sais controversé. Ça divise. Mais en termes de déco, il y a peu de séries qui atteignent le niveau. Mais ça, c'est intéressant parce que toi, tu peux avoir un autre point de vue sur les séries. C'est la meilleure série de décorateurs. C'est possible, et jamais le décor est filmé aussi bien que sur American Horror Story, quoi. Mais En jamais aussi fichaille, court, à quoi. 360 degrés, et pendant des fois 5 minutes que de décor. Mais l'histoire de la série. Moi, je me fais surprendre. Je me fais surprendre à chaque fois. C'est une série qui surprend, et rien que pour ça, je trouve que ça mérite d'être vu dans un monde où les séries sont quand même de moins en moins originales. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, American. Je mets des pouces. Toi aussi, tu mets des pouces sur ça American Horror Story, bien sûr. C'est évident. Sandman, il est à fond. Sandman, il regarde. Bien sûr. Moi, j'étais fan de Nip Tuck alors que personne ne savait ce que Les c'était. premières saisons de Nip Tuck, c'était bien. Mais tout était Non, génial. non, pas tout. Non, pas tout. La dernière saison, c'est nul. Bref. Glee, parlons-en. Vous regardez Glee aussi? Non, mais Glee, ça n'existe pas. Il a fait ça pour l'argent. Ouais, d'accord. Alors, bon, je vais vous proposer de passer à notre rubrique, hein. On est d'accord? Bah, ouais, vas-y. On va passer immédiatement à la rubrique Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Bah oui, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi on sait pas? Alors, je crois que j'ai des visuels, attention. J'ai des visuels. T'as préparé le podcast. J'ai des visuels. Je vais vous parler d'une série dans laquelle une nana incroyable botte des culs et lutte contre des préjugés sexistes Jessica Jones. C'est ce que j'allais dire. Aidée par un anglais un peu coincé. Ah, il nous montre John Carter, c'est pas vrai. Alors, vous pensez que je vais vous parler peut-être de Sydney Fox l'aventurière? Ah oui. Eh Ça, bien, on en parle pas assez. pas du tout. Je vous parle d'Agent Carter, une série très très cool, donc qui ressemble à Buffy. C'est une série Marvel, hein. Donc avec la sublime Hayley Atwell. Il prononce correctement, c'est bizarre ça. On y retrouve aussi entre autres Sartouane est outré. Elle est sublime, Hayley Atwell. Ouais, d'accord. N'importe quoi. Bon, Sartouane n'est pas d'accord. Elle a un joli visage, mais elle a pas de jolies jambes. Ça, c'est un vrai problème. C'est un avis tranché d'Aurélien. Bah, dans le dernier épisode, on voit beaucoup ses jambes. Ah, tu regardes aussi? Je regarde aussi. On y retrouve aussi, alors là, ça va être plus dur à prononcer, Goshkaj. Enver Goshkaj. Mais là, fallait mieux s'abstenir. Fallait pas le tenter. Que les habitués du Whedonverse connaissent parce qu'il jouait le rôle de Victor dans Dollhouse. Vous voyez ou pas? Pas du tout. Bref, si la série est créée, donc la série s'appelle donc Agent Carter. Victor, c'était une des poupées. Créée par Christopher Marcus et Stephen McFeely. C'est les scénaristes de plusieurs films Marvel et du monde de Narnia. Avant ça. Oh la vache. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les films Captain America, parce que ça part de ça. Vous connaissez, ceux qui ont vu, ils connaissent déjà l'Agent Carter. C'est la copine de Captain America en fait. Mais dans le passé, dans les années 40. Quand Captain America se fait congeler en 45 ou 46, tout ça, elle continue à vivre sa vie. Elle est un peu triste d'avoir perdu son Captain. Mais elle va mener des missions mi-officielles, mi-officieuses. Parce que mais le cœur du truc, c'est que c'est une femme qui n'a jamais besoin de s'enlaidir ou de faire des concessions sur sa féminité pour être prise au sérieux. Parce que c'est là où elle va tout défoncer, c'est qu'à la fin elle réussit, alors elle fait parfois des erreurs et tout, dans son apprentissage de la vie, son apprentissage de la vie d'agent de terrain, et elle va finir par réussir à gagner le respect de certains de ses collègues masculins. Et c'est là où c'est une série qui est passionnante. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Il y avait 8 épisodes en saison 1, il y en aura a priori 10 cette année. Ouais. Donc voilà, c'est le début de la saison 2. La saison 2 a commencé il y a la saison 2 est très très cool. Voilà. C'est une ambiance à l'Agent of Shield, mais dans les années 40, vous voyez. Donc, et en mieux. Et en vachement mieux. Alors, moi, ça m'intéresse vachement. Et c'est carrément mieux. Donc c'est un organisme comme ça, plus ou moins officiel, qui est censé lutter contre des savants fous ou des mecs qui ont des dons en plus. Donc ça fonctionne aussi à la même manière que Buffy. On y retrouve
des intrigues bouclées par épisode, avec le méchant de la semaine, tout ça, mais un fil rouge qui est quand même très important, le fil rouge de la saison, avec un gros méchant de la saison, qui prend pas mal de temps. Alors, donc du coup, tout ça en 42 minutes, parfois, c'est vrai que l'intrigue bouclée de l'épisode, elle est pas très ouf, ou elle est vite résolue, mais parce que l'important dans la série, je vous dis, c'est le personnage de Peggy Carter. Qui doit lutter contre tout le point de vue misogyne des hommes de cette époque, en fait. Mais oui, on est tout dans le cliché des années 40-50, dans la musique, dans la lumière. Déjà, ça se voit, quoi. Il y a du glow à maximum, avec des lumières très très diffusées. Enfin voilà, on est dans tous ces codes-là de la série. Donc la saison 1 était vraiment très très bien, donc 8 épisodes comme j'ai dit. Ça se regarde très vite, 8, c'est vite fait. Et la saison 2 commence très 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 bien, donc a priori on est content. Agent Carter. Moi ça me dit bien, ça a l'air cool. Et moi j'ai lâché aussi la série Agent of Shield, alors que Agent Carter ça continue de me prendre. Et l'aspect années 40, le féminisme, elle s'oppose au racisme vachement plus dans ce début de nouvelle saison. Il y a des super-héros intéressants. Il y a des super-héros et tout ça. Non, mais on retrouve des thématiques qui développent aussi dans Agent of Shield ou même dans les Avengers. Et elle parle de Captain America. Alors oui, son amour passé. Moi c'est pas du tout ma cam. Moi je suis pas un spécialiste des films et ça m'intéresse pas trop l'univers Marvel. Mais si il y a des passerelles possibles. On retrouve des personnages qu'on voyait dans les films Captain America. On retrouve le père d'Iron Man. Voilà, qui a un rôle très important dans la saison 1. Jarvis aussi. Le véritable Jarvis. Ah oui, l'original. D'accord. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent à cet univers, tout ce que Marvel développe en ce moment. Commandos, on nous dit sur le chat. Ouais, voilà, ça doit être ça. Oui. On peut retrouver des... Mais voilà, moi c'est ça que j'ai trouvé cool, c'est que moi qui connais pas et qui m'en fous, je vois qu'il y a des clins d'œil, je vois qu'il y a des choses. Là ils sont en train de faire référence à tel truc. Mais ça n'empêche pas de. Mais on n'en a pas besoin pour suivre l'histoire. Et ça c'est bien, j'ai trouvé. D'accord. Aurélien, t'avais un système Buffy, tu vas aimer ça, je crois. Et oui, j'avais envie de vous conseiller Ugly Americans, qui est plutôt un vieux dessin animé, puisque ça date de 2010 et que c'est super vieux. Et qu'aujourd'hui ça passe à une vitesse. C'est un dessin animé qui est déjà fini. Il y a 2 saisons, il y a 30 épisodes en tout, et ça se passe dans un New York un peu parallèle dans lequel les démons, les monstres sont tous présents. Et on suit le personnage de Mark Lilly qui est fonctionnaire dans une administration qui a tous les clichés de toutes les administrations et qui est chargé de réintégrer des monstres qui ont des monstres qui ont commis des délits pour les réintégrer dans la société. On est en train de voir des images là, c'est dégueulasse, c'est très bien. Donc il y a un côté très très trash, c'est très très drôle, c'est un espèce de mélange de Daria, de peut-être plus d'Angel dans l'univers où il y a plein de démons. C'est tout, normal pour tout le monde. Des démons qui essayent d'avoir leur place dans la société. Voilà, en fait, c'est ça, ou qui l'ont des fois même plus que les humains. C'est presque à l'humain de trouver sa place dans la société. Donc lui, son colocataire est un zombie, sa copine est une demi-démone qui est plus ou moins la fille de Rosemary's Baby, son collègue est un magicien raté. Ça, j'ai trop. Mais ça va bien. Et voilà, et donc je vous conseille 1000 fois cette série qui est... Il y a beaucoup d'épisodes du coup. Donc 30 épisodes environ. Et c'est fini. Et c'est fini malheureusement. Donc c'est plein de références pop. Voilà. C'est vrai que c'est à voir, carrément. Le garou et tout. Personne connaissait sur le chat, tant mieux. Donc Ugly American. T'as lutté pour trouver quelque chose que vous n'ayez pas encore. Plein de trucs dont on n'a pas parlé. Il y a des gens qui... Being Human, ah ouais, vous l'avez vu cette série Being Human? Oui. C'est la version anglaise que je vous conseille 1000 fois plus que la version américaine. Avec vampire et fantôme. Voilà, qui font une coloc. Qui font une coloc, ouais. Ça doit être pas mal ça. J'ai juste le début de la saison anglaise est vraiment bien. Ils savent pas vraiment où ils partent, donc ils essayent de lancer un peu une mythologie en cours de dernière saison, mais ça rate un petit peu. Et puis c'est très anglais, donc les personnages meurent, ils les remplacent. Mais c'est très très sympa voilà, comme dans Misfits, comme dans toutes les séries anglaises. Dommage. Super, donc Ugly Americans, on a très hâte d'aller télécharger ça de manière totalement légale. Oui, parce que c'est difficile de le trouver en France.
Donc vous avez pas de système Buffy, tu as aimé ça, on est d'accord? Non. Vous avez des mauvais élèves. Donc on va passer tout de suite On est des rebelles. à système Buffy. C'est pas sûr que tu as aimé ça parce que ça n'a rien à voir, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. Hey, Scotty, you find anything? Scotty! Scotty! Scott! Scotty! You bastards! Why are you torturing me like this? That is the stupidest thing I ever heard of. Bon, Riley, au lieu de dire n'importe quoi, on était sur c'est à ton tour. De quoi vas-tu nous parler? Alors moi je voulais vous parler de... par contre, faut parler dans le micro. D'une bande dessinée qui est là. Ça s'appelle Relationship. Mais ouais, ça n'a pas sens. Ce que tu fais n'a aucun sens. Merci Clément. Pourquoi tu me le donnes? Donc oui, c'est une BD de Eloster et David Mourier. C'est bon. Alors Eloster, on a déjà parlé d'elle, hein, c'est un peu notre pote, mais je vais essayer d'être objectif. Donc ils ont sorti une BD chez Delcourt, donc qui parle de l'amour et de l'amour virtuel, c'est-à-dire qu'ils sont en fait l'histoire de la BD, c'est ça, ils discutent chacun de leur côté devant leur ordinateur. Donc c'est deux dessinateurs de BD à la base. Dessinateurs de BD, ouais. Ils sont auteurs-dessinateurs et ils se sont associés sur celui-là. Un mec, une nana. Bah oui, donc Davy Mourier qui est assez connu, No Life, qui a fait Nerves, qui a fait plein de trucs, Reboot, excellente web série qu'il a fait récemment, et qui est donc dessinateur BD, qui a fait La Petite Mort, et Loster, donc dessinatrice pour Fluide Glacial, papier, elle a un blog aussi excellent, bref. Et elle a sorti une BD chez Delcourt, donc ça fait plaisir, mais oui. Donc ça parle d'amour, je l'ai dit, ça parle de sexe, ça parle de la mort, c'est très très drôle, hein, c'est dans leur esprit, dans leur humour un peu noir, un peu trash. Et c'est même poétique parce qu'en fait le concept de BD donc c'est qu'ils sont chacun devant un ordinateur et que pour un peu rompre la monotonie des pages qui sont un peu toujours dans ce style là, même si les cases ont toujours des détails un peu différents qui fait que c'est pas du tout répétitif. Ils s'envoient eux-mêmes des BD qui donc montrent d'autres styles de BD, hein, je crois que tu as des illustrations, pour se donner leur avis, et donc ça parle toujours de l'amour, ça finit toujours mal en général, c'est ça leur truc. Et que dire d'autre? Oui, alors voilà. Et la fin, donc ça parle de comment on peut être plus proche de quelqu'un virtuellement qu'en vrai. Et toute la fin de la BD, c'est ils vont enfin se rencontrer dans un festival de BD en Bretagne, hein, bien sûr. Et donc là, je vous dis pas ce qui se passe, c'est génial, mais donc ils vont jusqu'à se rencontrer. Cool. Voilà. Et en fait, tout est parti de. Mais ça, c'est un des dessins du blog qui est aussi présent dans la BD, je crois. Mais tout est parti en fait de leur blog respectif. Ils ont d'abord commencé ça sur Internet avant de réadapter la chose pour Delcourt. Donc je vous le conseille, Relationship, c'est très drôle, ça a l'air cool, très poétique, même un peu triste cette histoire-là qui s'appelle Amoré de Davy est vraiment triste en fait. Clément, t'avais un système Buffy, c'est pas sûr que tu aimais ça parce que ça n'a rien à voir, mais on t'en parle quand même parce que c'est très cool. Ouais, j'ai un pourquoi système de Buffy, c'est très cool. Pour ceux qui habitent à Paris, malheureusement, voilà, c'est un spectacle qui se joue à Paris. Quittez le chat si vous n'habitez pas à Paris. Je vous invite à découvrir le spectacle Quand je serai grande, je serai mamie. Écrit et mis en scène par Laura Elko. Alors, dans ce spectacle, on suit Laura, qui, de sa plus tendre enfance jusqu'à la retraite, et ses pérégrinations pour se faire un nom dans le milieu artistique. Le milieu artistique, évidemment, comme on le sait, semé d'embûches, et sans doute en proie à un jeunisme impitoyable. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est un spectacle très riche dans le sens où on trouve dans ce One Woman Show de la chanson, de la danse, de la ventriloquie, oui, des films, de la vidéo exactement, du karaoké carrément. Donc voilà, ce spectacle se joue au théâtre du Proscenium le 21 février, le 25 février, le 3, le 10 et le 17 mars. Mais je pense qu'on mettra les liens, bien évidemment. C'est où c'est où ce théâtre? Je connais pas. C'est où? Je crois que c'est métro Étienne Marcel, mais je suis pas sûr. Et le chat est outré par. Il y a plein de gens qui sont pas de Paris. Ouais, voilà, on s'en fout pour le coup. J'ai bien précisé. Jusqu'à Paris. J'ai précisé, voilà, ça reste à ceux qui. Il y aura forcément un DVD, une édition DVD. Il y aura, mais bien sûr, il y aura un DVD, il y aura une captation sur Internet. Voilà, ça peut intéresser évidemment tout le monde. Donc voilà, ceux qui. Elle joue tous les rôles en fait, c'est ça. Voilà, elle joue tous les rôles dans un même spectacle, qui la suit comme l'affiche le montre de son âge de bébé. Voilà, bébé jusqu'à qu'elle devienne mamie. Bref, voilà, à soutenir. On va dire, à voir ça, c'est en mars du coup.
Moi je pars Bah, février, en mars. Bretagne. Tu seras en Bretagne. Je vais voir ça en mars. Peut-être à la fin de tournée en Bretagne. Proscenium, Ah, bah, c'est si, au on va faire métro une- Alexandre Dumas. Ah, merci Aurélien. Métro Alexandre Dumas. Voilà. Bah, alors voilà. Pour tous nos amis de la province, hein. Lui qui aime les trois mousquetaires. Vous êtes bien content de le savoir, c'est Métro Alexandre Dumas. Alors, si vous venez Montparnasse pour aller à Alexandre Dumas, vous prenez la 6 Et vous changez à la Nation pour prendre la 2. Et pourquoi ils arrivent vraiment par là? Pourquoi ce seraient des gens de l'Ouest? Bah, c'est des Bretons. Peut-être ils peuvent arriver à Gare de Lyon. Ah bah oui. Gare de Lyon, c'est pareil. Vous prenez Mais la 6. carrément. Ah ouais, y a pas la 6. Non, Gare de Lyon, je vous conseille Enfin, plutôt de coupez prendre tout la ça, 14 et à Nation de prendre les 2. Ça dépend à quelle heure, parce que le Non, bus pas- aussi, il peut aller. Eh mais je crois qu'on a C'est tout pas une fait. discussion, Riley. Pardon. C'est le podcast, on discute. Bah oui, On bah, est à la maison. alors moi j'adorais carrément. On est à la maison. On est à la maison. Mais hélas, C'est la fin du podcast. j'ai bien peur que ce soit terminé. Ah non, bah, lance la musique de C'est fin. terminé C'est triste. C'est ballot, comme Sartouman, dirait c'est Sartouman. Sartouman, elle a envie de se coucher. Non ah non, pas du tout. Vous avez des annonces à faire ou pas On rappelle, alors, si- oui, alors, Sinon, j'envoie le générique de fin. hein. Je vends un lecteur DVD quasi neuf. Ouais, moi je vends un lit sur Saint-Brieuc. Bon. Sinon, T'as des moi, trucs à vendre, Aurélien, ou comment ça se passe Non, ça. on annonce Clément le 26 avril. Alors voilà, on espère vous voir Encore à Paris, on fait nombreux. que des- Ouais, voilà. Encore une fois, désolé pour ceux qui habitent en province, mais voilà, il y a une soirée Faut Buffy qui est organisée au dernier bar avant la fin du monde, le 26 avril. Est-ce qu'on peut pas l'organiser en Sarthe plutôt? Bah, et si on l'organisait plutôt dans l'Hérault, tu vois Coneco elle voulait qu'on l'organise sur l'île, parce qu'il y a un dernier bar avant la fin du monde à Lille. Eh ben, si ça marche à Paris, on ira à Lille. Ouais, Mais on voilà. fait, Lille, ça va. le Lille, 9 c'est pas trop loin. Pourquoi c'est génial Tour C'est bon ça. Donc venez le 26 avril, le mardi 26 avril, au dernier bar avant la fin du monde. Voilà. Donc à Paris. À Paris, donc. C'est quel métro? C'est Châtelet. Donc de Montparnasse, c'est la ligne 4. Et de la gare de Lyon. Et de Gare de Lyon, c'est la ligne 1. Bref. Non mais c'est Moi, pas ça, drôle c'est- en plus, attends, c'est pas drôle. Et donc on fera un podcast en public et on fera un super quiz, on fera même un karaoké incroyable. Sur Voilà, le mais lancement attends. du film. Tu vas te calmer, parce que moi je dis qu'on va annoncer une surprise et je voudrais pas la dévoiler ce soir. Mais non, non, je comprends pas. Attention. Tu as une on tease. surprise et tu la dévoiles pas ce soir. C'est un peu l'intérêt de la Bah, c'est le surprise concept en de même temps. surprise, quoi. Hein Moi, D'habitude, ça les m'énerve. surprises, on prévient pas qu'il y a. Non, mais- Faut pas dire qu'il y a une surprise. Là, t'en as trop dit. Ou pas assez. Ou pas assez. Non mais tu le dis pas. Non. Donc venez sur le chat, c'est le 26 avril. Prenez des billets, il y a le Des mégabus. billets. Ah, il y a J'ai découvert des billets. Le mégabus, c'est 1€ le bus. Hein, pour Mais aller- rassure-nous, il y aura pas besoin de billets pour aller à la soirée. Ah non, la soirée est gratuite, c'est juste pour venir sur Paris ceux qui ne sont pas. Ah, big up à Big M qui dit regardez IPM, il a raison. Ah merci Big M. C'est le moment de se quitter. Il y a le générique qui arrive enfin. Merci, Big M. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur iTunes et à nous suivre sur les internets. Gros bisous. Ciao. Bisous, ciao. Bisous.